Bonjour à vous voyageurs. Vous avez certainement déjà été, tout comme moi, inspiré par des scénarios mettant en scène des aventuriers sur les traces de mystères à résoudre et parcourant le monde au long d'énigmes et de lieux à découvrir. Eh bien écoutez, parfois la réalité est tout aussi passionnante et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Je voulais vous partager mon quotidien d'enquêtrice de l'étrange à l'occasion de la découverte d'un lieu hors du commun. J'ai été visiter l'un des bâtiments les plus magiques de France, dans cet endroit que l'on appelle la capitale de l'alchimie, c'est Bourges. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si le sujet vous intéresse, vous savez quoi faire et c'est parti. Certains lieux sont magiques et c'est un sujet que j'aime explorer ici sur cette chaîne. Mais qu'est-ce que la magie exactement et comment s'exprime-t-elle? En général, je marche à l'instinct, mais parfois le destin me force un peu la main. Il y a quelques jours, j'ai reçu ce message. Bon, là vous me connaissez maintenant, il fallait que j'y aille et que je voie ça par moi-même. Mais d'abord, je me suis armée d'un peu de documentation. Une demeure alchimique, qu'on appelle aussi une demeure philosophale, j'en avais déjà visité une à Noyer-sur-Serein. J'avais été guidée par un des descendants du propriétaire qui avait pris du temps pour me donner plein de commentaires et d'informations et notamment m'expliquer les significations des gravures qu'il y avait sur et dans la maison. Et puis, il m'avait aussi partagé de nombreux ouvrages sur le sujet, parce que c'était lui aussi un passionné de livres, et j'avais pu apprendre que les références dans ce domaine, ce sont Fulcanelli et Josane Charpentier. J'ai donc pris leurs livres et j'ai équipé mon camion pour partir. Et sur la route, j'ai commencé à réfléchir. L'idée qu'un bâtiment en lui-même soit un objet magique, capable de changer notre perception de la réalité, c'est certainement l'un des aspects les plus intéressants de mes recherches. Et là, je ne parle pas de fantômes ou de phénomènes de hantise, ni encore de simples compétences d'architecture ou d'ergonomie. Je parle d'endroits qui dégagent une certaine énergie parce qu'ils ont été construits à dessein. Et puis, je me suis documentée sur les lieux, l'histoire de la ville, bien sûr, les lieux intéressants à découvrir, les possibilités de parking, puisque je pars en van aménagé, j'essaye de prévoir un maximum de choses en amont. Et quand j'ai commencé à me documenter, il est apparu évident qu'il fallait absolument que je visite cet endroit que l'on appelle le Palais Jacques-Cœur. En fait, à Bourges, il y a deux bâtiments qui sont dits comme étant de hauts lieux de l'alchimie. Il y a l'hôtel L'Allemand et le Palais Jacques-Cœur. Et là, je vous avoue que j'ai complètement suivi mon instinct, j'ai regardé les photos et il fallait absolument que je visite le Palais Jacques-Cœur. Alors j'ai réussi, donc c'est pas moi qui conduis, c'est mon conjoint qui conduit, même si parfois on se relaye. On est arrivé dans la ville de Bourges, il faisait nuit, il faisait froid, mais ma chance habituelle pour trouver des places a encore marché. On a réussi à se garer en plein centre-bourg sur une petite place à 10 minutes de marche environ du Palais Jacques-Cœur. C'était là que l'aventure allait commencer. Le centre médiéval de Bourges est vraiment très joli. On a pu marcher un peu avant l'ouverture du Palais Jacques-Cœur, voir notamment la cathédrale qui est absolument magnifique, voir aussi des magasins un peu partout. C'est un très joli endroit pour faire une escale. On en a profité pour faire sortir notre petit chien que vous avez peut-être déjà vu dans certaines de mes vidéos. Et puis ensuite, on s'est dit, il est temps d'aller au Palais Jacques-Cœur. On est donc repassé par notre véhicule pour nous équiper, ou plutôt pour se délester un peu de nos sacs et pouvoir faire une visite tranquille, parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de faire une visite en étant encombré. Et on s'est dirigé vers la place où est le Palais Jacques-Cœur.
Et en arrivant sur cette place où trône une statue en fait de Jacques Coeur, il est impossible de ne pas être impressionné. Et en replaçant le bâtiment dans son contexte, on peut même se demander comment Jacques Coeur a-t-il osé? Comment a-t-il osé construire une demeure aussi belle, aussi impressionnante dans cette ville qui, s'il l'a construit et s'il était là, accueillait à ce moment le roi? Alors je sais, sur la statue de Jacques Coeur, il y a sa devise qui est « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Ça veut dire qu'elle se sentait capable de tout faire. Mais le bâtiment que vous pouvez voir actuellement, ce n'est pas un simple alchimiste qui a pu le construire. Cet homme était peut-être alchimiste, mais il avait forcément d'autres compétences pour avoir juste le droit de se mettre ici. Car son bâtiment, et il va falloir comprendre dans quelle mesure il l'a construit, pourquoi il l'a construit, c'est un véritable outrage, je pense, à ce moment-là pour la royauté. Ceci dit, quand il l'a fait construire, son palais ne s'appelait pas palais, il l'appelait sa grand-maison, en toute modestie. En fait, le terme palais n'a été donné au bâtiment que bien après, lorsqu'il a été utilisé par la municipalité, et ensuite on a gardé le nom Palais Jacques Coeur. Sur la façade ornée qui comporte en fait l'entrée du bâtiment, on peut même voir deux statues qui sont a priori celles de Jacques Coeur et de sa femme sur un balcon. Si j'ai bien compris, elles ont été enlevées et déplacées pour ne plus faire face à la porte. Donc là, c'est extrêmement impressionnant, on a l'impression qu'ils nous accueillent dans leur maison. Les symboles sont partout. Et surtout, bien sûr, on voit des cœurs et des coquilles Saint-Jacques, qui sont des métaphores donc de son nom Jacques Coeur, qui sont présentes partout dans toutes les symboliques. Et cette sorte de démonstration de son nom partout avec lui qui est présenté sur la façade a été, je pense, vu comme quelque chose comme un affront en fait par rapport aux puissants et notamment au roi. Mais d'ailleurs, en fait, sa demeure, elle lui a été immédiatement confisquée par le roi. En fait, la construction, elle a duré une dizaine d'années. Le palais, le château, la demeure a été finie en 1453 et Jacques Coeur n'a eu le temps, lui, de n'y fêter qu'un anniversaire de son fils et hop, il était jeté en prison. Le roi a pris possession des lieux, cela ne dura pas très longtemps puisqu'ensuite il rendit la grand-maison à la famille de Jacques Coeur et pendant ce temps-là, Jacques Coeur, lui, avait réussi à s'enfuir de la prison où il avait été enfermé. Bon, la vie de Jacques Coeur est assez compliquée, elle est extrêmement fournie. Je ne vais pas donc tout vous présenter maintenant, je vais essayer d'essaimer en fait des éléments tout au long de la vidéo pour que vous compreniez le contexte. Mais sachez que le pape avait lui-même envoyé un émissaire, un ambassadeur, et avait écrit une lettre pour le procès de Jacques Coeur afin de l'aider et de le disculper des faits qui lui étaient reprochés. À cette époque, avoir un homme assez puissant pour que le pape lui-même intervienne en sa faveur, c'est complètement dingue. Quant à son procès, il est décrit par Wikipédia comme étant basé sur des crimes imaginaires. Qui était donc Jacques Coeur? On va revenir au palais. Une fois la porte passée, il y a une très jolie boutique et on est immédiatement placé dans la cour du bâtiment. Et là, le vertige commence. Je pense n'avoir jamais vu autant de sculptures si finement ciselées. C'est magnifique, il y en a partout. Il y a des représentations dans tous les sens et bien sûr encore et encore ce cœur et cette coquille Saint-Jacques qui montrent en fait la démesure et la présence de Jacques Coeur dans ce palais. À ce moment, on commence à être sur des représentations, sur des gravures et c'est là qu'on peut commencer à regarder le tout sous le prisme de l'alchimie.
Et à ce moment de l'histoire, il est temps justement de faire un petit point sur qu'est-ce que c'est l'alchimie. Parce qu'en fait, on en parle beaucoup, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais on va quand même essayer de définir un peu ce que c'est. Certaines personnes souhaitant vulgariser cet art disent qu'en fait c'est l'ancêtre de la chimie, mais c'est pas exactement ça. Je vais citer Wikipédia. L'alchimie est une proto-science qui peut se définir comme un ensemble de pratiques et de spéculations en rapport avec la transmutation des métaux. L'un des objectifs de l'alchimie est le grand œuvre, c'est-à-dire la réalisation de la pierre philosophale permettant la transmutation des métaux, principalement des métaux vils comme le plomb, en métaux nobles comme l'argent ou l'or. Un autre objectif classique de l'alchimie est la recherche de la panacée, médecine universelle, et la prolongation de la vie via un élixir de longue vie. Ça, c'est la définition de base de ce qu'est l'alchimie. Mais il faut rajouter cette phrase. La pratique de l'alchimie et les théories de la matière sur lesquelles elle se fonde sont parfois accompagnées, notamment à partir de la Renaissance, de spéculations philosophiques, mystiques ou spirituelles. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. L'alchimie, c'est une sorte de magie scientifique dans laquelle sont venus se mêler à la fois des connaissances pratiques sur la nature, les métaux, les transformations possibles liées à des processus chimiques, mais aussi des idées métaphysiques sur l'univers et la façon dont il fonctionnerait. Et ces procédés, c'est ça qu'on peut appeler magique finalement. C'est ce mélange entre une forme de rationalité scientifique et une émanation philosophique et donc magique ou magiste concernant cette science et surtout ses adeptes. L'alchimie est un peu à la frontière du réel connu et de l'inconnu subtil. Donc, quand on arrive au palais Jacques-Cœur, sa réputation le précède et là, on est censé être au centre vraiment de l'alchimie en France. Il y a d'autres lieux en France qui sont réputés pour être des demeures alchimiques, notamment à Paris, mais là, Bourges est toujours présentée comme la capitale de l'alchimie. Alors il est vrai que l'alchimie est une science, je ne vais pas dire proto-science dans toute la vidéo, donc vous le prenez comme vous voulez, c'est une science qui remonte au IVe siècle avant notre ère, qui nous est arrivée à travers les Grecs et les Égyptiens, et qui est passée aussi par la Suède et les Pays-Bas. Et il y a en France énormément de références à l'alchimie. Les préceptes alchimiques ont ensuite fait leur chemin à travers les Templiers, les francs-maçons, les légendes du roi Arthur avec le Graal notamment, et reste encore très présent, tout ce qui est alchimique est une référence qui reste extrêmement présente dans tout ce qui est magiste au sens large. Que cela soit pour des représentations chimiques, vous avez certainement vu des symboles comme ceux que je vais essayer de vous montrer à l'écran qui viennent de l'alchimie et beaucoup de préceptes en fait sont encore remaniés de nos jours concernant l'alchimie. Mais attention, l'alchimie, c'est pas du tout français ni européen. On en trouve aussi des traces en Inde, en Chine et dans les pays musulmans. L'idée ne va pas être de vous expliquer l'alchimie dans cette vidéo, puisque déjà l'alchimie, c'est l'histoire d'une vie, et puis que là, on va regarder l'alchimie, ou en tout cas le concept alchimique, avec 6 siècles de recul. En fait, on ne peut pas regarder le palais Jacques-Cœur avec notre interprétation d'aujourd'hui de l'alchimie. Donc, on va parler d'alchimie, mais on va essayer de le remettre dans le contexte. On est donc face à ce palais Jacques-Cœur qui serait le plus grand bâtiment alchimique de France. Alors quand j'y suis entrée, mon regard était guidé par cette affirmation. J'avais cette idée en tête, je me disais incroyable, qu'est-ce qu'on va voir qui a trait à l'alchimie? Et je vous avoue que j'ai passé presque 1 heure dans la cour à juste regarder les gravures notamment qui y sont présentes. Alors il y en a plusieurs, notamment celles que je vous mets à l'écran. Je ne vais pas vous redonner toutes les symboliques une par une, mais celle-ci notamment est, selon les personnes qui la commentent, hautement alchimique. Et ce n'est pas la seule.
Mais au-delà de ces représentations alchimiques que chacun peut regarder et qui sont finalement, même si ce sont des gravures, ce sont juste des représentations picturales, moi j'ai été extrêmement impressionnée par l'architecture du bâtiment lui-même. J'ai vraiment essayé d'imaginer comment les gens pouvaient se sentir, qu'est-ce qu'ils pouvaient ressentir lorsqu'ils entraient dans cette cour. En fait, l'ensemble donne le tournis. La cour n'est pas si large finalement. Il y a ces bâtiments étirés vers le haut avec la lumière qui passe largement au centre, mais on a cette sensation très magistrale en fait et étirée. On a l'impression d'être au cœur de quelque chose. Et puis il y a ces représentations partout de cœurs et de coquilles Saint-Jacques. Il y a quelque chose d'assez cérémoniel dans la cour en elle-même et la façon dont le bâtiment est construit. D'ailleurs, je me suis posé la question à savoir si Jacques Coeur, c'était son vrai nom, si c'était son nom de naissance, parce que c'est quand même un nom magnifique, et en plus qui lui permettait ce rébus Cœur et Coquille Saint-Jacques. Eh bien oui, c'est son vrai nom. Et du coup, quand on est dans cette cour imposante, on a l'impression d'être dans un gouffre, un peu comme le gouffre de Padirac, quelque chose qui donne un peu le tournis, quelque chose qui impressionne et qui force le respect. Et puis l'endroit en lui-même ne semble pas vraiment être conçu pour y vivre. La plupart des fenêtres donnent vers l'intérieur, ou en tout cas on a vraiment l'impression que le bâtiment en lui-même est tourné vers l'intérieur, vers le cœur. A priori, il n'y a que cet intérieur justement qui est orné, la façade extérieure, il y a une façade, celle par laquelle on rentre, qui est ornée, mais a priori le reste n'est pas orné. Est-ce que ça l'était à l'époque? Je l'ai pas vu, mais en tout cas c'est comme ça que ça se présente. Et tout semble vouloir dire, regardez, tournez-vous vers le cœur. Et quand on dit tournez-vous vers le cœur et dans le contexte spécifique du palais Jacques-Cœur, moi immédiatement ça m'a refait penser à la formule vitriol. Parce que vitriol, c'est un acronyme, on en avait déjà parlé lors de la vidéo sur les bâtiments ésotériques modernes, je vous mets le lien ici, lorsqu'on avait parlé notamment des escaliers du Louvre, avec qui est un endroit où il y a énormément de références alchimiques aussi. Vitriol, cela veut dire Visita interiore terrae rectificando que invenies occultum lapidera. Désolée, je ne parle pas latin, donc je l'ai certainement mal prononcé, mais en tout cas, cela veut dire traduit « Descends dans l'intérieur de la terre, en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte ». Et en fait, en langage, on va dire symbolique, cela veut dire « Plonge au plus profond de toi » et va y trouver à la fois ce qui est le plus difficile, mais aussi ce qui est de plus beau pour le rectifier, pour le sublimer et revenir en étant vraiment toi-même. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder la cour de ce palais comme une image de cette fameuse formule vitriol. Parce qu'en fait, l'alchimie, ce n'est pas qu'une sorte de recherche de la transmutation du plomb en or, c'est avant tout une quête initiatique. Chercher la pierre philosophale, c'est une métaphore aussi. Mais alors, pourquoi cet endroit, même s'il est absolument magnifique, est considéré comme hautement alchimique ? Lorsqu'on parcourt le bâtiment, on peut être surpris dans une première partie par le vide qui y règne. Il y a peu de choses en fait qui sont restées en termes de mobilier. Alors on l'a compris, Jacques Coeur n'a pas habité lui-même cette demeure, mais on aurait pu penser que les rois ou les occupants successifs aient laissé quelque chose à l'intérieur. En l'occurrence, non. Et du coup, on a d'autres choix que de parcourir en se concentrant sur les gravures et les ornements absolument magnifiques qui sont à l'intérieur du bâtiment. Et là, tout comme à l'extérieur, tout est incroyablement beau, incroyablement travaillé. On va voir, surtout en début de parcours, énormément de cheminées. Alors à savoir que les plaques qui sont dans les cheminées ne sont pas d'époque, elles ont été rajoutées. Effectivement, c'est une question qu'on s'est posée parce qu'on trouvait qu'elles étaient, elles n'allaient pas trop dans le contexte. Si vous voyez les images, vous comprendrez pourquoi. Et tout est dans une forme
comme une sorte de démesure visuelle tellement c'est beau, c'est magnifique. Mais du coup, on est vraiment, si on veut essayer de comprendre l'histoire, le côté alchimique de ce bâtiment, il faut pas s'attendre à trouver des fioles, des sortes de formules, des reconstitutions. Ça peut arriver dans certains lieux avec des personnages, des sortes de statues en fait qui représentent ce qu'on y faisait. Là, rien. On avance. Et en fait, on vit le parcours à travers des représentations visuelles qui sont essentiellement des gravures de qualité incroyable. Et du coup, il faut s'intéresser à tous les détails et avoir une forme de lecture subtile du lieu. Et c'est là que j'ai commencé à remarquer quelque chose d'assez étrange. C'est l'omniprésence d'escargots partout dans ces sculptures. Alors vous allez le voir dans les images, il y a énormément d'animaux, des animaux fantastiques, une grande partie ont des ailes d'ailleurs, c'est assez, assez joli, assez élégant et assez étrange dans un contexte qui pourrait être considéré comme catholique chrétien à ce moment-là. Les animaux ailés, c'était pas si souvent, je crois, mais en tout cas, regardez, cet escargot est partout et en très grande quantité. Et moi, l'escargot, je l'ai appris en visitant énormément de lieux. L'escargot, c'est un symbole franc-maçon. Alors, si vous visitez des endroits, et notamment des grottes, où il y a des escargots gravés, vous pouvez vous douter que ça a été pendant un temps utilisé par des francs-maçons. Alors du coup, la franc-maçonnerie, ça fait sens avec tous ces symboles, avec toute cette possibilité que la demeure ait été occupée ou faite pour des gens sachants. Mais en fait, le souci, c'est qu'au moment où le bâtiment a été construit, la franc-maçonnerie n'existait pas encore. Du coup, il y a un gros problème dans cette interprétation. Des escargots, oui, mais ça ne peut pas être des escargots francs-maçons. Et en plus, il y en a énormément. En fait, la franc-maçonnerie, elle n'apparaîtra qu'environ 150 ans plus tard, c'est-à-dire très exactement en 1598. Et en plus, elle n'a apparu qu'en Écosse et pas du tout en France. On a donc là un premier mystère, parce que je vous assure que l'escargot est partout dans ce bâtiment. Et puis, quand on se renseigne sur la symbolique maçonnique de l'escargot, donc chez les francs-maçons, à quoi correspond l'escargot, on tombe invariablement sur des images du palais Jacques-Cœur. Ça, c'est vraiment bizarre parce que ça correspond pas au niveau des dates et on peut se demander, du coup, Jacques Cœur aurait-il été un précurseur des francs-maçons ou en tout cas les francs-maçons auraient-ils tiré des symboliques depuis ce palais qui regorge d'escargots partout? Là, la question reste ouverte. Mais du coup, on va rebondir sur encore un autre mystère. Jacques Cœur était-il vraiment alchimiste ? Parce qu'à vrai dire, il y a un mystère de taille à ce sujet. Lui-même ne s'est jamais déclaré alchimiste. Il n'a laissé aucun livre sur l'alchimie, il n'a a priori, d'après les écrits qu'on a, il n'a pas conversé avec d'autres alchimistes. Alors pourquoi dit-on que cet homme était un alchimiste ? Je vous ai parlé tout à l'heure de Fulcanelli. Fulcanelli, c'est un alias, on ne sait pas exactement qui était cet auteur, mais il a sorti en 1930 un livre qui s'appelle Demeure philosophale, et c'est dans ce livre que le palais Jacques-Cœur est décrit et affirmé comme étant un palais, une demeure philosophale, donc un endroit dédié aux alchimistes, et c'est lui, Fulcanelli, qui dit en fait que Jacques-Cœur était un alchimiste. Et Fulcanelli lui-même aurait été un éminent alchimiste qui aurait peut-être réussi à réaliser l'élixir de longue vie puisqu'il aurait vécu au moins 130 ans. Fulcanelli affirme donc que Jacques-Cœur était un alchimiste. Mais là, on n'est pas beaucoup avancé. Essayons de résumer ce qu'on a. On sait qu'on a ce palais, cette grande maison qui a été construite par Jacques
Coeur. Jacques Coeur lui-même qui est qualifié d'alchimiste environ 5 siècles après son décès, par Fulcanelli, et on a un bâtiment avec des références franc-maçonnes bien avant l'heure. On va quand même essayer d'avancer un peu pour mieux comprendre. Pour le novice, à part au niveau des gravures, il est difficile de déceler des liens avec l'alchimie dans ce bâtiment. Et encore, ces gravures, il faut un guide ou quelqu'un qui s'y connaît pour les décrypter. Moi, j'ai dû lire pas mal de textes sur Internet pour les comprendre. Et puis, toutes ces références alchimiques, elles semblent finalement assez éloignées du quotidien de Jacques Coeur. Du coup, j'ai visité le lieu en faisant attention à de nombreux détails. Il y a par exemple cet endroit, une grande pièce qui est, je crois, appelée la pièce des représentations, où il y aurait des représentations théâtrales, avec cette magnifique et imposante cheminée ornée, et dans l'angle, un petit balcon, depuis lequel on peut regarder en fait ce qu'il se passe dans la pièce. Ensuite, quand on parcourt l'endroit, il y a pas mal de demi-niveaux. Okay. Il y a une coursive tout du long qui permet en fait d'accéder aux différentes pièces, mais surtout qui donne encore une fois sur la cour, qui permet de regarder la cour et ce qui s'y passe. Il y a une chapelle avec très peu de représentations chrétiennes finalement, comparativement à tout le reste. Donc il y a cette magnifique chapelle. Un peu après, on nous fait visiter un grand couloir dont le plafond ressemble énormément à une coque de bateau. C'est du bois ondulé qui ressemble énormément à une coque de bateau, ce qui est certainement une référence, là par contre, à la vie de Jacques Coeur. Ah oui, parce que depuis le début, on parle de Jacques Coeur, mais je n'ai pas encore expliqué quelle était sa vie. Il était marchand, négociant, banquier et armateur. En fait, Jacques Coeur, c'était un excellent homme d'affaires. Il avait réussi à monter un empire. Il avait par exemple plus d'une dizaine de navires qui parcouraient la Méditerranée, notamment pour faire du commerce. Cela le plaçait dans une position d'une des personnes ayant le plus d'influence sur le commerce international, et en tout cas sur la Méditerranée à ce moment-là. En fait, Jacques Coeur était tellement riche qu'il prêtait de l'argent au roi. Bon, ce qui lui valut quelques embrouilles, comme on l'a compris, vu qu'il s'est fait jeter en prison. Là, on commence à remettre les morceaux du puzzle ensemble. Et lorsqu'on regarde une fresque qui retrace ses trajets commerciaux, comment ne pas penser aussi aux Templiers ? Au vu de ces trajets, si on les compare avec les Templiers, même si ce sont des trajets normaux lorsqu'on parcourt la Méditerranée, au moins symboliquement, on peut y penser et on peut se demander s'il n'a pas rencontré des érudits sur le chemin, ce qui me semble absolument évident. Et à ce titre, au moins symboliquement, il ferait le lien entre les chevaliers de l'ordre du Temple et la franc-maçonnerie. Et puis, puisqu'on y revient, que dire de ce magnifique escalier en colimaçon ? Alors là, pareil, je vous en ai parlé, on a déjà évoqué l'importance des escaliers en colimaçon dans des constructions de type alchimique. Et là, cet escalier n'est pas rare dans une telle construction. Les escaliers en colimaçon, ça se faisait énormément finalement. Mais là aussi, ce qui m'a interpellée, c'est la présence de fenêtres, comme pour regarder en fait le parcours de quelqu'un qui monte ou qui descend ces escaliers. Bon là, je suis complètement mon instinct. Je n'ai certainement pas les connaissances approfondies qu'ont peut-être certains d'entre vous dans le style architectural qu'on appelle gothique flamboyant, et je ne suis pas non plus une grande spécialiste de l'alchimie. Peut-être me direz-vous que ces espaces regardants, je parle donc du balcon dans la pièce de représentation, je parle de la coursive qui permet de regarder donc en fait à l'intérieur du bâtiment et non pas à l'extérieur, je parle de ces fenêtres aussi au niveau de l'escalier. Peut-être allez-vous me dire que c'est un élément classique, traditionnel. Mais moi, quand je visite un lieu, je m'imprègne de
tout. Je ne me cantonne pas en fait aux explications historiques, architecturales, même si elles viennent bien évidemment illustrer ma connaissance du lieu. Mais à ce moment, quand je visite le palais Jacques-Cœur, j'essaye de me mettre dans l'endroit et de vivre cette expérience. Et au titre de cette expérience que je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi le bâtiment a été construit, comment se sent-on à l'intérieur, ces espaces dans lesquels d'autres personnes peuvent nous regarder m'interpellent énormément. En fait, l'idée qu'on puisse être regardé lorsque l'on parcourt ces lieux donne une importance au parcours en lui-même, donne une signification au cheminement dans le bâtiment. Parce que sinon, ça ne servirait plus ou moins à rien qu'il y ait des fenêtres permettant de voir ce qu'il se passe. Le fait qu'on puisse voir et de se savoir vu et observé donne une symbolique particulière au cheminement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, tout est très symbolique dans ce lieu. Il y a bien sûr les gravures, il y a la légende de Jacques-Cœur, il y a les représentations et aussi la finesse apportée aux détails. Mais le lieu en lui-même et sa configuration m'ont semblé comme une sorte de eureka faire sens à ce moment-là. La question suivante, et qui paraît assez évidente, c'est dans quelle mesure Jacques-Cœur a-t-il guidé la construction de ce bâtiment? C'est-à-dire, ce bâtiment qui serait une ode à l'alchimie, une métaphore alchimique, comment a-t-il donné les plans pour le réaliser? A-t-il tout choisi lui-même? Qui étaient les constructeurs très exactement? À qui il a passé commande pour chaque pièce et chaque gravure? Alors j'ai cherché à me renseigner un peu sur les architectes, en fait il y en a eu deux puis un troisième qui est venu se rajouter. Je n'ai pas réussi à approfondir sur ce sujet, mais vraiment on peut se demander à quel moment dans sa vie d'armurier, de marchand, de négociateur a-t-il trouvé le temps pour donner des instructions et en fait finalement faire converger des plans et des idées pour réaliser ce bâtiment et toutes les gravures qui vont avec. Et puis Jacques-Cœur avait de nombreuses propriétés en France, je crois qu'il en avait une dizaine au moment où il a fait construire celle-ci. Pourquoi en fait en faire construire une supplémentaire? Si l'on en croit les dizaines de textes au sujet du palais Jacques-Cœur, les références hermétiques sont partout. Il y a, je peux pas toutes vous les citer, j'ai pris des notes, il y a les arbres, les fruits, les mots qui sont écrits, les animaux, les scènes représentées, il y a des rébus, comme par exemple Jacques-Cœur, le cœur et la coquille Saint-Jacques, il y a la devise en fait de Jacques-Cœur, je vous l'ai dit, il avait à cœur vaillant, rien d'impossible, mais il en avait une autre aussi qui est extrêmement hermétique pour le moins et donc occulte, qui est en close bouche n'entre mouche. C'est une métaphore du sceau du secret qui lie souvent toutes les personnes qui sont dans ces domaines métaphysiques, occultes par définition et donc hermétiques, fermés. À ce stade de ma visite et de mes recherches, le mystère s'épaississait. Et c'est donc dans les non-dits, dans les silences, dans les choses qu'on n'exprime pas que j'ai cherché des réponses. Car bien souvent, la vérité se trouve dans les endroits cachés et surtout dans ce qui n'est pas dit. Tout d'abord, je me suis énormément posé la question du manque de symbolique chrétienne, catholique. Je n'ai pas vu, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas je n'ai pas vu et donc ce n'était pas marquant de représentation ni de Dieu, de Jésus, de la Vierge Marie, du Christ, je n'ai pas vu de croix, j'ai vu uniquement une forme, oui, de représentation, je pense divine, mais avec des ailes, ce qui est rarement la représentation du Christ ou de Dieu. Ça m'a énormément interpellée. Ce qui m'a étonné aussi, c'est qu'on parle très rarement de ce plafond qui est clairement une coque de bateau. En fait, il y a un plafond magnifique, énorme, géant, qui est clairement la représentation d'une coque de bateau inversée. Pourquoi on n'en parle pas? Puisque, en fait, toute une partie de la vie de Jacques-Cœur était d'être dans des bateaux. C'était sa passion. Il y a d'ailleurs des gravures sur des bateaux où il semble expliquer en fait l'importance des voyages pour lui. Et du coup, si
pourquoi on ne parle pas des bateaux, de ses voyages, et sur la possibilité aussi qu'il était en contact avec des chevaliers de l'ordre du Temple. Dans le cadre du secret et de ce qui est représenté et dit pour lui, ça me semble assez évident. Jacques Coeur avait d'ailleurs dit lui-même, ça c'est quelque chose qu'on peut lui attribuer, la quête du Saint Graal ne se fera pas sans moi. Le Saint Graal, vous le savez, vous l'avez déjà entendu dans les légendes arthuriennes, c'est cette métaphore d'une coupe qui aurait donc contenu le sang du Christ. Il y a aussi dans la vie romanesque de cet homme la possibilité, tout le monde pense qu'il a rencontré Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc était contemporaine de Jacques Coeur, elle a été à Bourges et en fait tout le monde pense qu'il l'a rencontrée, ou en tout cas tout le monde se l'imagine, et on imagine même qu'en fait il a réussi à finir l'œuvre de Jeanne d'Arc, bien qu'elle soit décédée, il a financé ce qui a permis de finir les guerres de 100 ans. Et donc il aurait été aussi aux côtés de cette femme au destin hors du commun. Jacques Coeur était vraiment quelqu'un de particulier. Alors que je me posais toutes ces questions, ma visite prenait fin. Je crois que j'avais encore plus d'interrogations qu'avant d'avoir visité ce palais. J'ai donc été avec mon conjoint dans la boutique pour essayer de poser quelques questions aux guides et conférenciers qui sont généralement sur place. Et tandis que j'entamais la discussion, alors vous allez me dire c'est peut-être pas si étrange, mais j'étais dans la boutique et il y a un homme qui est rentré dans la boutique et qui a dit « Est-ce que je peux juste visiter ? Je n'entre pas, je regarde juste ce qui se passe. » Et je vous assure que j'avais l'impression d'être écoutée. En fait, c'était très bizarre parce qu'en plus on a fait toute la visite du bâtiment sans voir personne. Il n'y avait pas d'autres visiteurs à ce jour-là. On voulait discuter et essayer d'avancer un peu ce sur quoi on avait eu des ressentis dans ce bâtiment. Il y avait cet homme qui était là et ça faisait un peu film d'action dans ma tête. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un espion qui vient écouter et on sait en plus que dans ce genre de lieu, c'est le cas aussi dans des cafés, il n'y a pas que là, qu'il y a énormément de personnes qui cherchent en fait, qui veulent savoir des choses, qui écoutent et qui se taisent. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas qui était cette personne, mais ce monsieur était là quand nous avons commencé à discuter. Donc moi j'avais fait part de mon idée sur le bâtiment à mon conjoint et il restait une question essentielle à poser, j'en avais déjà parlé, et la question essentielle c'était est-ce qu'il y a des sous-sols dans ce bâtiment ? Et là la réponse fut éloquente, oui, il y a 3 niveaux de sous-sol sous le palais Jacques Coeur, qui ne sont pas visitables en l'occurrence. Et là, j'avais compris, ou en tout cas j'étais persuadée d'avoir saisi quelque chose sur ce bâtiment. Vous vous souvenez de l'escargot ? En fait, l'escargot est la clé de ce bâtiment. Laissez-moi vous citer quelques phrases que j'ai trouvées pour illustrer la symbolique de l'escargot lorsqu'il est dans une construction. Dans l'art roman, l'escargot sera souvent sculpté près de la vigne. C'est le cas dans la cour comme vous l'avez vu. La vigne est le symbole de connaissance et son rôle est d'enlever les barrières mentales empêchant la réception du spirituel. Un homme qui s'appelle Henri Vincenot a écrit « La clé existe dans l'œuvre. Elle est visible comme le nez au milieu de la figure. C'est le petit détail qui choque et qui surprend. Cet escargot est le point le plus émouvant de tout l'édifice. Il explique tout, car l'escargot donne le sens de la giration du monde, l'environnement de tout. Ici, il signifie que l'édifice est le lieu d'effort, que c'est un vase dont le contenu se divinise. L'escargot prouve que le courant vital, Spiritus Mundi, est ici concentré et capté pour réaliser la mutation de l'homme. » J'ai lu cette phrase sur un site qui expliquait la signification de l'escargot dans le cadre de construction franc-maçonnique. Mais elle a encore plus éclairé mon point de vue sur le palais Jacques Coeur. Vous y êtes ou pas encore ? Souvenez-vous de ma vidéo sur les bâtiments ésotériques modernes, l'escalier du Louvre, les labyrinthes, les rites francs-maçons.
J'ai demandé au guide si le sens de visite qu'on nous avait proposé était le sens initial qui était prévu de navigation, on va dire, dans ce bâtiment. Il m'a dit qu'il n'en savait rien. Et moi, j'étais persuadée de quelque chose. On avait fait le parcours à l'envers. L'escalier en colimaçon qu'on a vu au début devait normalement se situer à la fin. La chapelle par laquelle on nous a fait sortir devait être au début. Le bateau, symbolisé par ce plafond en bois, est en fait le bateau qui nous emmène. La grande maison, le palais de Jacques Coeur, est en fait une représentation d'un palais mental qui vise à transmuter la personne qui s'y rend. L'architecture est parfaitement pensée. On rentre à travers un bateau qui nous emmène, on passe sous une porte avec un ange qui nous surveille et qui nous accueille, et en fait au fur et à mesure de la progression, on va tout doucement connaître cette sorte de processus de transformation alchimique, et on chemine à l'intérieur en se dirigeant tout doucement vers le cœur. Lorsqu'on descend l'escalier en colimaçon, et non pas le faire remonter comme on nous l'a fait faire, lorsqu'on descend, on descend dans le cœur, en fait, selon la formule vitriol. Et là, on se retrouve dans la cour avec cet effet de vertige, ces bâtiments qui montent, cet effet de gouffre et qui en même temps fournit d'énormément de symboles. Je pense qu'on ne devait probablement pas y parler énormément, mais plutôt que c'était un endroit de contemplation. Et on peut encore être emmené plus bas dans les 3 sous-sols qui sont sous le bâtiment. Le bâtiment en lui-même est le guide de l'œuvre alchimique. Et une fois que cette déduction a été posée, c'est là que ma véritable enquête a commencé. Car si dans cette vidéo, je vous en ai résumé les étapes, illustré, documenté, quand j'en suis sortie, je n'avais essentiellement que cette intuition pour essayer de comprendre le bâtiment. Cette intuition, cette déduction allait guider aussi mes recherches et ma compréhension de ce fameux palais Jacques Coeur. Alors j'ai cherché encore et encore. En fait, l'essentiel de l'idée comme quoi le palais Jacques Coeur est un endroit alchimique, une demeure philosophale, n'est basé que sur des déductions. Par exemple, le fait qu'il ait été lui-même un alchimiste, on n'en a aucune preuve. Ce ne sont que des déductions. Le fait qu'il ait potentiellement rencontré Jeanne d'Arc, déduction. Le fait qu'il ait représenté telle ou telle scène et que cela ait un rapport avec le grand œuvre, essentiellement ce sont des déductions. En fait, la biographie de Jacques Coeur est énorme, mais une grande partie de ce qu'on sait sur lui n'est pas dans les textes officiels. Et si Bourges est considérée comme la capitale de l'alchimie, c'est essentiellement par la présence du palais Jacques Coeur. Je vous l'ai dit, il y a aussi l'hôtel L'Allemand que moi je n'ai pas vérifié. Alors si tout ça est basé sur des suppositions, je me suis dit que je pouvais peut-être aussi apporter la mienne. Et puis, c'est aussi une partie de mon travail d'enquêtrice que de poser des déductions, des propositions à travers une série d'indices, je dirais, convergents pour essayer de comprendre une situation. À vrai dire, j'ai eu beau lire encore et encore au sujet du palais Jacques Coeur, cette idée-là, je ne l'ai pas encore vue proposée. Mon idée est donc que ce bâtiment propose un parcours initiatique, qu'il soit en lui-même l'objet du grand œuvre en faisant passer la personne à travers une forme d'initiation, un rituel. On pourrait parler pendant longtemps par exemple du fait que le conte Alice au pays des merveilles soit par exemple lui aussi plein de références ésotériques et notamment alchimiques. C'est quelque chose de très connu en fait. Mais dans Alice au pays des merveilles, il y a avant tout ce parcours, il y a ce cheminement. Le cheminement est quelque chose de très connu dans tous les processus, on va dire, philosophiques. C'est un peu ce principe qui fait que dans une histoire, on a par exemple « il était une fois » et soudain, et puis tout redevint comme avant. C'est aussi le grand principe scénaristique du porte-monstre trésor. S'il y a des rôlistes parmi vous, on parlera de ça dans les commentaires. Le cheminement en lui-même, au-delà des symboles représentés, est
quelque chose de métaphorique et qui peut apporter à une transformation. Elle est là, la vraie magie du palais Jacques-Cœur. Et voilà comment j'ai cheminé, comment j'ai avancé à travers la découverte de ce bâtiment qui m'a fasciné, ce que j'ai pu comprendre en l'expérimentant. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, vous avez souvent dans mes vidéos des sortes de résultats de conclusions, de choses qui ont été posées par d'autres personnes. J'agrège en fait de nombreuses informations, mais il y a toute une partie de mon travail d'enquête quand je me rends sur le terrain qui est de ressentir moi-même en fait le lieu et d'essayer de le comprendre à travers ma vision, mon ressenti, la façon dont je me sens et la façon dont je sens le vécu dans ce lieu quand je m'y rends. J'espère que ça vous aura intéressé avec un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude en vous donnant un côté un peu plus immersif de mes enquêtes. Si le sujet vous a plu, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous essayez de soudoyer le bouton like pour qu'il aille explorer les sous-sols du palais Jacques-Cœur et qu'il revienne nous donner des informations. Ou alors vous attendez l'écran de fin, je vais vous mettre des liens vers des playlists pour découvrir d'autres histoires étranges sur des lieux à découvrir. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et d'ici à la prochaine, je vous dis ciao! Des énigmes perdues sous les yeux soumis, des lieux silencieux que nul n'a effleurés, là où l'invisible se mêle au réel. Plongeons au cœur de la carte sur